on va pouvoir commencer la table ronde consacrée au partage territorial de la valeur, maximiser les retombées locales pour les riverains et les collectivités en préservant la compétitivité des prix de l'électricité. C'est le sujet dont on va être amené à discuter avec les intervenants qui vont tout de suite me rejoindre et que je vais évidemment citer pour qu'ils me rejoignent sur l'estrade. L'objectif de cette table ronde, je le rappelle rapidement, c'est de clarifier les enjeux économiques, politiques et sociétaux du partage territorial de la valeur. C'est de mettre en regard les différentes approches au niveau de l'État, au niveau des territoires, au niveau des collectivités et des filières énergie renouvelables. Et c'est d'identifier, vous l'avez très certainement identifié dans le titre, les leviers réalistes qui permettent de maximiser les retombées locales tout en conservant la compétitivité du coût de l'électricité. Et donc pour débattre de tous ces sujets, dans le temps qui nous est imparti d'1h15, dont une quinzaine de minutes de questions avec vous. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions de manière à ce que l'on puisse s'en emparer et vous répondre avec précision. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde Hermine Durand, qui est sous-directrice du système électrique et des énergies renouvelables à DGEC. Pierre Ferry, qui est responsable du pôle production d'énergie à la direction des investissements de la Banque du Territoire. Pascal Lebrun, qui est maire d'Alix, dans une commune située au nord de Lyon, qui représente également l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. Et Grégoire Simon, qui est président de la commission Ancrage et retombées locales de France renouvelable. Et je vous propose de tous les accueillir sous vos applaudissements, parce que ils le méritent. Merci à vous toutes et tous d'être là. Toutes surtout, puisque malheureusement ce matin on n'était que sur les tables rondes masculines, donc je suis ravi de pouvoir accueillir Madame Durand aujourd'hui, à qui je vais tout de suite donner la parole pour nous faire un état de l'art, pour commencer de qu'est-ce qui existe au niveau du cadre législatif et réglementaire pour intéresser les territoires au projet d'énergie renouvelable. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour l'invitation, merci à France Renouvelable pour l'organisation de ce colloque. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je travaille au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie. Et je souhaitais effectivement rappeler les grandes lignes du cadre législatif et réglementaire sur le partage de la valeur. Alors, c'est un terme dont on parle beaucoup, le partage de la valeur. La loi APER avait créé un dispositif dans son article 93 de partage de la valeur, d'une part à destination des communes, accueillant des projets d'énergie renouvelable et d'autre part pour financer des projets en faveur de la biodiversité. C'est un dispositif sur lequel nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup transpiré, sur lequel nous n'avons pas encore abouti. Et d'ailleurs, nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées. Le sujet étant complexe puisqu'en fait, on se retrouve dans une situation budgétaire contrainte, où nous devons continuer évidemment de soutenir les énergies renouvelables et en même temps tout ce que l'on met en plus dans la bannette des développeurs de projets d'énergie renouvelable aura forcément un impact à la fin sur les finances publiques, puisque ces projets restent aujourd'hui largement soutenus par l'État sous la forme de contrats d'achat, que ce soit des obligations d'achat ou des compléments de rémunération. Donc, on essaye de trouver le bon curseur pour permettre qu'effectivement les projets d'énergie renouvelable contribuent au partage de la valeur sur les territoires, tout en assurant une limitation de la dépense publique pour finalement qu'il y ait des effets réels dans les territoires et concrets pour les communes et aussi au profit de la biodiversité. Donc j'ai bien conscience que le décret demandé par la loi APER n'est pas encore paru. Nous continuons d'y travailler. Mais c'est un sujet qui n'est pas simple. Nous avons en parallèle des travaux sur ce décret, des travaux sur la fiscalité. Là encore, je pense qu'on nous y reviendrons sur l'IFER, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, qui est une autre façon de partager la valeur des projets d'énergie renouvelable sans inventer une nouvelle machine à côté, comme le décret partage de la valeur. Et là, sur l'IFER, c'est pareil, on a envie de partager la valeur avec les différents niveaux de collectivités qui sont aujourd'hui déjà bénéficiaires de l'IFER, que ce soit les communes, les EPCI, les départements,
Mais ce n'est pas forcément évident de faire bouger les lignes de la répartition de l'IFER entre ces différents acteurs. Donc, nous sommes aussi à l'écoute de toutes les autres bonnes idées. Je pense qu'on en parlera dans le tour de table. Il y a d'autres façons de partager la valeur que simplement de donner de l'argent aux collectivités. Il y a la participation dans des projets d'énergie renouvelable. Il y a l'autoconsommation. Il y a d'autres formes aussi de partage type PPA, etc. Mais en tout cas, à ce stade, voilà où nous en sommes du côté du ministère de l'Énergie. Alors vous connaissez certainement le principe du cordonnier qui est le plus mal chaussé. En tant qu'homme de presse, j'ai vu passer, mais comme je préparais les conférences qui sont nombreuses sur le colloque, j'ai vu passer une info sur l'IFER et son potentiel évolution. Est-ce que vous avez des infos à nous donner ou est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une rumeur ? Là, je ne peux que vous renvoyer au projet de loi de finances qui a été présenté et publié. Donc, comme l'a dit le Premier ministre, c'est un document d'entrée de débat. La suite va se passer au Parlement. D'accord. Ok. Bon, eh ben, écoutez, on verra effectivement ce qu'il en est dans quelques heures désormais, de voir si effectivement ça suivra son cours. Mais je voudrais revenir avec vous, Pascal Lebrun. Je le disais, vous êtes élu local, maire d'Alix, une petite commune donc du nord de Lyon, donc j'imagine dans le Beaujolais ou pas loin. C'est ça. Exactement. Oui, dans le Beaujolais, la partie basse du Beaujolais, dans le Rhône en effet, mais on a notre petit caractère où c'est ce qu'on appelle des fois la petite Toscane. Très bien, voilà. Magnifique, donc on imagine. Alors dites-nous, vous, en tant qu'élu local, quelle est votre conception du partage de la valeur et en quoi c'est important pour pouvoir implanter, je serais tenté de dire, en toute sérénité, des projets d'énergie renouvelable? Alors déjà, j'interviens à la fois donc, en tant que maire, avec une expérience de maire, mais aussi en tant que représentant de l'Association des maires ruraux de France. Donc c'est une association qui regroupe les communes de moins de 3500 habitants. Donc en gros, il y a 30 000 communes en France qui font moins de 3500 habitants et elles regroupent à peu près 18 000 communes. Donc en 2023, on avait fait ce qu'on appelle les grands ateliers des maires ruraux. Donc on était une centaine de maires à s'être retrouvés à Paris, 4 week-ends, un peu sur le même montage et d'ailleurs avec le même cabinet de concertation que le nom m'échappe. La Convention citoyenne sur le climat. D'accord. Voilà, okay. Donc c'était de qualité. On venait tous d'horizons différents, de territoires différents, avec des spécificités. Pas seulement l'énergie, hein, ça pouvait être les aménités rurales, la forêt, l'eau. On a réussi à rendre un livrable au bout de 4 semaines qu'on a rendu à Madame Agnès Pannier-Runacher à l'époque. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, quand on se tient tous la main, on arrive aussi à sortir des choses, même si on vient d'horizons différents. Voilà. Maintenant, plus spécifiquement en tant que maire, moi, si je porte un projet auprès de mes habitants où je dis, ben voilà, je vais mettre une éolienne ou bien je vais mettre un parc de panneaux photovoltaïques ou une usine de méthanisation, je ne suis pas sûr que mes habitants vont apprécier. Surtout si c'est une petite lubie du maire ou d'une entreprise privée qui vient s'installer. Je ne vais pas les faire rêver et puis si on veut parler au niveau des élections, c'est pas très vendeur. Voilà. Par contre, si à un moment donné c'est accompagné d'un projet autour, c'est-à-dire que à la fois les habitants vont y retrouver. Donc c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur, hein. Ils vont s'y retrouver. Donc ça peut être plein de choses, hein. On parlait de l'IFER, donc au niveau de l'IFER, nous on est plus sur une répartition. L'idée, en gros, un tiers commune, un tiers communauté de communes et un tiers département. Tout ça, c'est à réfléchir, mais la commune a vraiment son mot à dire. Il faut que les habitants y adhèrent. Moi, j'aime bien rappeler, il y a 70 ans, 80 ans, quand les syndicats d'électricité se sont développés. À l'époque, la France avait besoin d'être électrifiée. Il y avait besoin aussi d'eau dans les maisons et d'avoir des pylônes un peu partout en France, d'avoir des fils électriques qui se déploient. Ça n'a pas posé trop de soucis, tout simplement parce qu'à un moment donné, on avait l'électricité à la maison. Aujourd'hui, si c'est simplement pour dire, et pourtant c'est le cas, hein, il faut... le climat se réchauffe tous les jours, hein, donc la question ne se pose pas. Hein, il faut que tout le monde mette sa part. Il faut que les petites communes comme
comme les grosses communes et les territoires ruraux comme les agglos mettent leur part dans le cadre en tout cas d'électrifier nos usages. Si à un moment donné, c'est uniquement nos habitants, on vient leur mettre une éolienne, ils ne vont pas adhérer. Donc le partage de la valeur est important. Service public, participation dans des boucles locales, participation à la gouvernance. Il y a plein de solutions pour faire adhérer les citoyens. Donc, et là, dans ce cas-là, le projet devient porteur. Et là, dans ce cas-là, le maire, d'ailleurs, quand il sera élu, il peut porter un projet auprès de ses citoyens. Ok, donc si je vous suis bien, il y a 70 ans, quand on voyait émerger des poteaux électriques, on se disait qu'effectivement la conséquence directe, c'était qu'on avait de l'électricité, donc interrupteur on-off. Donc ça ne posait pas de problème. Donc ça, c'est bien parce qu'il y avait une vraie plus-value, mais aujourd'hui, finalement, on vient substituer de l'électricité qui venait d'ailleurs via des grands poteaux par des infrastructures d'énergie renouvelable qu'on voit, sans apport réel serviciel, et donc du coup potentiellement comme une partout nuisance. En France, tout le monde est aussi bien logé en termes d'électricité, presque tout le monde a maintenant à peu près la fibre, on peut même télétravailler, enfin voilà, donc il n'y a pas d'intérêt, et surtout souvent les gens qui habitent dans les territoires font attention à leur paysage. Par contre, il manque en effet de services publics, il manque de transport, il manque au niveau de la santé, de médecins. Les hôpitaux en général ne sont pas à côté. S'il n'y a pas quelque chose à gagner, ils ne vont pas adhérer. Donc il y a toute cette réflexion à avoir. Si j'ai la solution, ce serait bien, mais je ne l'ai pas. Enfin, je veux dire, mais c'est plutôt du côté de la valeur qu'il faut se tourner pour que les gens l'acceptent. Aujourd'hui, tout le monde, les gens, enfin, quand on regarde les sondages, les gens sont à peu près d'accord pour dire qu'il faut développer les énergies renouvelables. Par contre, si on leur dit, au fait, c'est à côté de chez toi, ils vont pas apprécier. Alors là, je ne vous cache pas, j'ai envie de vous poser une question parce que j'ai des informations ou des signaux contradictoires. Pendant des mois, on a entendu du énergie renouvelable bashing, grosso modo de l'électrification bashing, enfin, on en a largement parlé ce matin. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui sortent qui disent que finalement, les gens aiment beaucoup les énergies renouvelables et surtout les riverains. Alors du coup, moi j'avoue, je vais me faire le candide de service avec les oreilles en chou-fleur. Qu'est-ce que je dois croire aujourd'hui? Est-ce que les riverains des projets d'énergie renouvelable apprécient ou n'apprécient pas? Est-ce qu'ils voient la plus-value? Où est le problème finalement? On parle des riverains ou des futurs riverains, voilà. Mais comme les gens, par exemple, qui habitent aujourd'hui à côté d'une centrale nucléaire, en général, ils ne veulent pas que cette centrale nucléaire disparaisse. On a bien vu avec Fessenheim, tout simplement parce que ça crée de l'emploi. Les énergies renouvelables, ça crée de l'emploi au moment où on les crée, où on les installe. Ce n'est pas tellement la maintenance qui va représenter beaucoup d'emplois. Mais par contre, en effet, et sans aucun doute, si on prend des riverains sur lesquels il y a une retombée en termes de valeur, et je ne connais pas les différents montages dont les différentes communes ont pu bénéficier, ça peut être bien accepté. Donc et après, en plus, bien sûr, on peut se valoriser en disant « et c'est bon pour le climat ». Mais s'il n'y a que l'argument « c'est bon pour le climat », mais il n'y a rien d'autre, ça passe pas automatiquement. Et en tout cas, dites, en fait, finalement, c'est que le bon taux d'acceptation qui est révélé par ces études montre le fait que ces gens dont on parle, ces gens qui ont répondu aux enquêtes, y ont trouvé une compensation, quand bien même elle est en direct, puisque là, il ne s'agit plus d'avoir accès à l'électricité, mais avoir accès à des services supplémentaires. Voilà, mais alors je ne connais pas les détails, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de vouloir installer et même de forcer une installation qui est une installation industrielle, quand même, voilà, qui peut avoir un impact sur le paysage, et de l'installer mais qui n'a aucune retombée, à un moment donné, quelqu'un qui habite en milieu rural, qui a des problèmes pour se déplacer, qui est obligé de prendre sa voiture pour aller et faire de nombreux kilomètres pour aller trouver les différents services. Si à un moment donné on lui dit au fait, en plus on t'installe des installations, des équipements industriels à proximité, ils ne vont pas automatiquement apprécier. Par contre, en effet, s'ils achètent leur électricité moins chère, je veux dire, on a bien vu quand l'électricité en 2022, je crois, est montée, mais très 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 haut, on a planté des petites entreprises locales. Si à un moment donné, on avait pu avoir à ce moment-là le boulanger, par exemple, qui achète de l'électricité moins chère via une boucle locale, on pouvait sauver de l'emploi. Voilà. Et
et ça s'est sûrement fait à certains endroits. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut le voir. Donc si je résume, grâce à l'implantation de projets ENR, donc perception de recettes fiscales, recréation de services publics ou reconstitution de services publics, création d'emplois. Ou des créations qui sont liées à la mobilité, c'est-à-dire qu'on doit décarboner nos usages en termes de mobilité. On crée de l'électricité en local, où les électrons n'ont pas beaucoup de kilomètres à faire. Peut-être qu'il y a des solutions pour déployer des bornes avec des coûts d'achat d'électricité moins élevés. Enfin, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination pour faire adhérer les projets. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'un maire, à un moment donné, il ne pourra pas porter un projet auprès de ses habitants uniquement en faisant rêver sur l'aspect durable de la chose et d'intérêt général. Voilà, donc il faut une contrepartie. Recréer un lien effectivement entre ce que l'on voit et le bénéfice que l'on en perçoit. Merci à vous pour cet éclairage local. Je continue avec vous, Pierre Ferry. Alors je le disais, vous êtes responsable du pôle production d'énergie à la direction des investissements de la Banque des Territoires. Alors, la Banque des Territoires, c'est l'organisme financier des territoires pour leur développement. Vous pourrez peut-être d'ailleurs nous en dire un petit peu plus, quelques mots supplémentaires pour repréciser tout votre domaine d'action et la manière dont vous les accompagnez. Mais ce qui m'intéresse de voir, c'est effectivement comment est-ce que vous intégrez la dimension partage de la valeur dans vos montages. Quelles sont la place que ça occupe effectivement dans le financement des projets que vous accompagnez? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de nous avoir invités pour faire part de la position de la Banque des Territoires. Et je voudrais présenter mes excuses à l'assistance, puisqu'il était prévu initialement Emmanuel Legrand sur ce fauteuil, donc directeur de la transition écologique, et qui malheureusement a un empêchement. C'est pourquoi je le remplace aujourd'hui. Et alors, pour répondre à votre premier sujet, que fait la Banque des Territoires? La Banque des Territoires, c'est une marque de la Caisse des dépôts et consignations qui regroupe un ensemble d'activités de financement au service des territoires et des acteurs locaux. Alors moi, je suis du côté de la partie investissement, c'est-à-dire que à côté d'une activité de prêteur aux collectivités, où on peut faire des prêts à la transition écologique, moi, je vais être sur une partie investissement dans les projets, donc apporter la partie fonds propres, quasi-fonds propres, qui va financer le haut de bilan des projets. Et pour donner quelques chiffres, nous avons aujourd'hui financé de l'ordre de 9,5 gigawatts de puissance installée sur les territoires, que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore, de l'hydroélectricité. Nous avons pour objectif d'investir de l'ordre d'1,5 milliard sur 5 ans, 2024-2028, ça c'est notre plan à moyen terme. Et malgré les difficultés actuelles ou les atermoiements qu'on peut voir du côté de la PPE, nous gardons cet objectif et cette feuille de route. Nous investissons suivant deux manières de faire. La première, c'est aux côtés des développeurs, en prenant une partie du capital à leur côté, généralement sous forme d'une joint venture, qui va être une holding regroupant des grappes de projets au stade prêt à construire, et on finance la construction à leur côté. Deuxième manière d'être présent sur le secteur des ENR, c'est de financer les initiatives locales émanant des sociétés publiques locales ou des SEM-ENR, les sociétés d'économie mixte, portées par des acteurs locaux. Alors, pour répondre à votre question sur le partage de la valeur, je ne suis pas forcément le mieux placé, une fois que j'ai dit tout ça, parce que, comme j'ai dit, avec les développeurs, on intervient à un stade où les projets sont prêts à construire. D'une certaine manière, ça veut dire que le projet, il a déjà eu son acceptation locale. Les schémas de partage de la valeur sont déjà crantés dans le projet tel qu'on le voit arriver, soit sous forme de participation d'acteurs locaux au capital, soit sous forme de crowdfunding. Et finalement, on prend les choses telles quelles après le parcours d'obstacles, dont j'ai bien conscience qu'il est long et difficile pour les développeurs. Ça veut dire que pour vous, quelque part, la notion de partage de la valeur n'est pas une condition sine qua non de votre adhésion au projet? Pour nous, elle est déjà actée finalement. À partir du moment où le projet a obtenu ses autorisations, elles sont purgées de tout recours, ça veut dire que le partage s'est fait, que le projet existe, il est prêt à être construit. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la dichotomie qu'on voit entre le niveau national, où il y a vraiment le NR bashing, et le niveau local. Nous, le sentiment qu'on a, c'est ce qui remonte des territoires, c'est un très fort dynamisme et un très fort engouement pour les ENR. Vous parliez de sondage. Alors, j'avais préparé mon anti-sèche parce qu'effectivement, il est sorti avant l'été, au mois de juin, un sondage que nous n'avons pas financé, donc je n'ai aucun intérêt dans les résultats de ce sondage, qui était réalisé auprès d'élus qui ont des ENR sur leur territoire.
Et alors, il en ressort des chiffres assez impressionnants pour moi. 70% des élus sont satisfaits de leur installation NR. 79% sont satisfaits des relations qu'ils entretiennent avec le développeur. Ils confirment que le constat est le même chez leurs administrés. Ils ont bien compris l'intérêt des retombées fiscales, en particulier de l'IFER associé au parc éolien et qui viennent alimenter de manière substantielle dans les petites communes le budget de fonctionnement pour des durées de 20 à 25 ans, ce qui est pas négligeable. Et alors, encore plus surprenant pour moi, ils ont déjà des ENR sur leur territoire et 57% d'entre eux disent qu'ils en veulent encore plus sur les territoires. Et 56% d'entre eux souhaitent devenir actionnaires de projets. Ce qui montre un certain engouement, en tout cas, pour dire qu'il n'y a pas de saturation finalement. Bien évidemment, chaque territoire est particulier. Ce n'est qu'un sondage auprès d'un échantillon qu'on espère représentatif, mais ce sont quand même des chiffres assez symboliques et qui rejoignent un sondage qui avait été fait également par NGI auprès de la population française, auprès de 12 000 habitants, où on constatait que les riverains d'installations NR étaient finalement plus favorables aux ENR dans leur globalité. Alors, il y a toujours le sujet des NIMBY, not in my backyard, j'en veux pas dans mon jardin, mais la proximité avec une installation démythifie complètement la chose et facilite finalement l'acceptation de nouveaux projets. Donc finalement, l'équation à résoudre, c'est avant que le projet ne sorte de terre. Finalement, c'est l'appréhension qu'il faut arriver à canaliser ou à prouver effectivement qu'il y a un intérêt tout à fait local. Alors, moi, je suis relativement nouveau dans cette filière des ENR, puisque j'ai pris mon poste il y a moins d'un an maintenant. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a vraiment eu des progrès par rapport à il y a une dizaine d'années, quand finalement beaucoup de développeurs débutaient. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on ne rentre pas dans un territoire comme ça. On ne rentre pas chez quelqu'un sans être invité finalement. Donc le dialogue territorial avec les élus, avec les riverains, avec les entreprises, avec les agriculteurs, avec les associations de défense de l'environnement, avec les chasseurs, tout ça aujourd'hui, je pense que la plupart des développeurs, en tout cas ceux avec lesquels nous travaillons, le font et le font bien. Et la communication sur les retombées d'un projet, que ce soit fiscal ou les mesures compensatoires mises en place ou autres, tout ça, ils le font bien. Alors effectivement, à la fin, ça coûte plus cher. C'est un sujet pour moi de dialogue avec le territoire et de négociation, mais je dirais que c'est inévitable dans la mesure où s'il n'y a pas de partage, à la fin, il n'y a pas de projet, donc il n'y a pas de valeur à partager. Et quand je dis ça, je le dis à la fois à destination des développeurs, mais aussi à destination des acteurs. Voilà, désolé pour cet intermède, mais on peut voit que la moitié de la salle ne s'est pas enfuie pour l'autre événement, donc c'est bon signe. Pour terminer, je voulais dire que les développeurs, effectivement, se sont emparés de cette notion de partage, mais il faut aussi que cette culture de partage et de la négociation des retombées, elle soit des deux côtés et aussi du côté d'acteurs territoriaux, parce qu'on voit, et là j'ai aussi quelques remontées concrètes, des gens qui sont un peu jusqu'au boutiste, à demander l'impossible à des développeurs. Il faut bien faire la part des choses et que tout le monde y trouve son compte. Merci à vous. Grégoire Simon, vous qui représentez France Renouvelable, par rapport à ce qu'a dit M. Ferry, vous buvez du petit lait. La profession s'est largement améliorée, c'est clairement perfectionné pour une meilleure acceptation, voire une appropriation des projets dans les territoires. Finalement, qu'est-ce qu'il reste à faire en partage de la valeur? Pourquoi ça permet d'aller plus loin? Et comment? Alors oui, moi je représente aujourd'hui les porteurs de projets. Ça fait 20 ans que je suis dans la profession et oui, j'atteste du fait qu'on travaille mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, sans aucun doute. On fait déjà beaucoup. Je me permets de le rappeler, je pense qu'on a une filière industrielle extrêmement vertueuse. On parlait de l'IFER et vous échangez tout à l'heure sur finalement la notion de visibilité des retombées, parce que la filière verse 350 millions d'euros à des communes essentiellement rurales aujourd'hui chaque année en France. Forcément, ça ruisselle, et ça ruisselle sous forme, je discutais avec un vice-président de comité de communes ce matin, sous forme d'actions très concrètes, de travaux sur le réaménagement, l'assainissement, le rangement d'une mare, le centre-ville, l'éclairage en LED, etc., etc. Le problème est
que les riverains ne font pas le lien entre le parc éolien qui est installé sur leur commune ou la commune voisine, et dont la communauté de communes bénéficie de l'IFER, et l'action. Donc on parle essentiellement de visibilité ici, parce que dans les faits, on est très vertueux. On est très vertueux aussi. Alors, l'IFER, néanmoins, a des limites, effectivement, dans le projet de loi de finances 2026. Doubler les choses du jour au lendemain peut poser des problèmes, pas seulement aux porteurs de projets, mais aux banques, au financement. Donc il y a quand même des choses à regarder de près là-dessus. Un autre aspect très vertueux, c'est qu'une grande partie des projets à taille industrielle bénéficient d'un contrat de complément de rémunération, qui est en fait un deal avec l'État que... Restez ici, restez ici. Stratégie de valorisation de votre production sur des marchés volatiles. Le pavillon des Tilleuls se situe à l'entrée du salon, à gauche du pavillon Cyprès. Voilà, j'espère que c'était le dernier appel. En tout cas, oui, on a des contrats de complément de rémunération. Donc, c'est un deal avec l'État, finalement, que quand les prix sont bas, l'État nous aide. Et quand les prix sont hauts, c'est nous qui aidons l'État. Je rappelle que lors de la crise énergétique il y a quelques années, les ENR ont financé une grande partie, une majorité du bouclier tarifaire électrique. C'est l'éolien et le solaire qui a financé ça à hauteur de plusieurs milliards. Et qu'aujourd'hui, l'aide d'État historique sur l'éolien, c'est 5 milliards depuis 25 ans. Donc on ne parle pas de chiffres énormes. Et ça, c'est très vertueux parce que ça a permis quand même à chacun d'entre nous, citoyens, de bénéficier d'un bouclier tarifaire. Et c'est les ENR qui ont beaucoup aidé à ça. Après, j'entends donc le sujet de la visibilité, essentiellement des aides. On a pris l'initiative, dès lors que le décret d'application de l'article 93 de la loi APER n'est pas encore sorti, au niveau de la filière, de lancer, ça a été annoncé ce matin, un fonds de dotation où finalement on va prendre une petite ligne marginale du chiffre d'affaires de chaque installation et on va la reverser aux riverains les plus démunis. C'est ça l'idée, ça le pitch. C'est une filière qui prend ses responsabilités aujourd'hui parce que c'est important de tirer ce trait entre le riverain qui a participé d'une manière ou d'une autre à ce que sa commune accueille un parc et l'installation elle-même. Donc ça, on pense que c'est vertueux, c'est un petit plus qu'on peut faire et qui va venir effectivement asseoir encore un petit peu plus l'acceptabilité, qui est bonne, hein, vous le rappelez. Je rappellerai aussi que ce sondage IFOP-NJ qui est sorti rappelle que l'électorat de droite, dans l'Assemblée, on voit que ce n'est pas la partie de l'Assemblée, de l'hémicycle, qui est la plus porteuse en termes de politique ENR. L'électorat de droite est largement majoritaire, à hauteur de 60 à 70% pour un doublement du développement éolien et du développement du photovoltaïque au sol sur leur territoire. Donc je pense qu'il y a aussi un constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'entre les discours au niveau national et ce qu'on observe nous sur le terrain, où on travaille dans des milieux ruraux où il y a une forte proportion d'élus qui sont aussi de droite et ou d'extrême droite parfois, on a une très bonne acceptabilité locale. C'est bien ça qu'il faut comprendre, parce que je me dis, est-ce que j'ai bien compris? Vous êtes en train de nous dire que 70% des députés, donc maires, ou en tout cas 70% des électeurs qui ont voté aux législatives 2024 pour le RN ou LR sont des gens qui sont très majoritairement en faveur d'un déploiement massif de l'éolien et du photovoltaïque. Donc il faut faire attention quand on parle d'opposition. Nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'on est souvent très bien accueillis, que quand on a installé un premier parc sur le secteur et qu'on a bien travaillé, comme dit M. Ferry, eh bien, on nous rappelle, la qualité du travail est reconnue. Et donc, on n'a pas vraiment de problème d'acceptabilité. Il y a une minorité de gens qui sont opposés et qui parlent très fort. Mais je trouve que dans l'ensemble, on travaille plutôt bien. Et effectivement, les messages un peu extrêmes qu'on peut entendre au niveau national me semblent assez décorrélés de ce que l'on vit sur le terrain.
Alors pour revenir sur le fonds que vous évoquiez, c'est donc, si j'ai bien compris, le fonds Solidergie qui vient d'être lancé ce matin. Qu'a annoncé donc effectivement Anne-Catherine de Tourtier ce matin lors de son discours d'ouverture. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'infos à nous donner? Vous avez fixé des objectifs. Là, c'est tout récent. Hein, c'est tout nouveau puisqu'on le lance aujourd'hui. On a pour l'instant une première phase de communication qui s'adresse avant tout aux donateurs, donc aux acteurs de la filière. On ne souhaite pas communiquer de manière nationale pour le moment sur le sujet. Je pense que c'est important qu'on puisse se compter, expliquer, rassembler. Je vois vraiment l'avantage d'avoir un fonds solidaire entre tous les acteurs de la filière énergie renouvelable, solidaire avec le territoire auprès des plus démunis. Nos riverains qui sont les plus délaissés voient la transition énergétique passer, les voitures électriques, les pompes à chaleur, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent en bénéficier aussi et qu'on puisse leur verser une petite prime pour les aider, notamment à accompagner la hausse des tarifs d'électricité. Donc l'objectif, c'est que ce fonds soit fléché directement vers les personnes qui sont les plus démunies, c'est bien ça? Voilà, vers les riverains les plus démunis des communes d'implantation de nos parcs. Ok, et si je comprends bien, et après je vous assure, je ne vous embête plus avec le fonds, mais aujourd'hui ça veut dire qu'effectivement vous ne communiquez pas au niveau national, mais vous êtes finalement en train de communiquer au sein de la filière pour qu'un maximum de développeurs et d'exploitants viennent abonder à ce fonds. Tout à fait. Nous profitons de ce colloque et de cette plateforme pour inviter tous les acteurs de la filière ENR à venir nous rejoindre et abonder à ce fonds pour son amorçage. Eh bien, à bons entendeurs, salut. Hermine Durand, une initiative comme celle-ci, j'imagine qu'à la DGEC, c'est plutôt bien perçu, parce qu'au final, là, pour le coup, il n'y a pas de question de finances de l'État qui sont en jeu. Oui, alors effectivement, un fonds volontaire, c'est une excellente initiative. Je pense que j'ai été assez marquée par vos mots quand vous dites en fait personne ne fait le lien entre le parc éolien et l'IFER. Ça c'est assez fort en fait, hein, parce que comme je vous disais, on tourne un peu en boucle sur et le décret partage de la valeur et l'IFER et comment est-ce qu'on fait bouger les lignes. Mais c'est vrai que si à la fin les gens qui habitent en face des parcs ne se rendent pas compte que s'ils ont tel ou tel travaux enclenchés par la collectivité grâce à l'IFER, c'est grâce au parc éolien. En fait, on a raté quelque chose. Donc, je pense qu'effectivement, des initiatives privées des développeurs pour améliorer les retombées sur les territoires et le partage de la valeur, c'est une excellente chose. Je note aussi l'idée de comment on fait pour encourager l'électrification. Je pense qu'on en parle aussi beaucoup en ce moment. Hein. Certes, on continue de produire, mais en même temps, il faut aussi qu'on continue d'électrifier. Il faut qu'on consomme plus d'électricité pour pouvoir à la fin consommer moins d'énergie fossile. Donc ça peut aussi être une autre piste, de dire de quelle façon allons-nous encourager à la fois les projets à se monter et en même temps les projets à s'obliger à venir électrifier localement, venir donner des nouvelles infrastructures aux citoyens. Donc je suis tout à fait ouverte à en discuter pour voir si c'est quelque chose qui peut se mettre en place dans les dispositifs de soutien ou ailleurs d'ailleurs, pour avoir ce réel partage de la valeur et pas juste de dire il y a un tuyau qui amène de l'argent quelque part et à la fin plus personne ne se souvient d'où ça vient. Donc effectivement c'est intéressant cet aspect communication. Comment est-ce que les développeurs y travaillent, les exploitants, enfin comment est-ce que tout l'écosystème autour des projets ENR participe effectivement à faire le lien pour les riverains entre ceux quoi ils bénéficient, la fameuse valeur ajoutée et l'émergence des projets. Est-ce que vous y travaillez particulièrement? Les porteurs de projets y participent tout au long du développement des parcs, bien sûr, avec de nombreuses concertations qu'ils ont mises en place. L'enquête publique est aussi un moment fort de l'instruction, bien entendu. Donc je dirais qu'aujourd'hui, un riverain qui veut se tenir informé du projet qui est en cours sur sa commune n'a pas de difficulté majeure. Après, notre responsabilité s'arrête là où celle commence des élus, parce qu'effectivement... expliquer aux concitoyens l'utilisation qui est faite finalement de l'IFER, de la fiscalité au niveau local, comment elle est fléchée sur des projets territoriaux localement, ce n'est pas de notre ressort. C'est vraiment l'action publique qui doit le faire. Et je pense effectivement là qu'il y a un manque. Il y a un manque d'explication qui serait à mon avis très vertueux de renforcer pour que les concitoyens voient ces 350 millions d'euros qui tombent chaque année, comment ils sont utilisés. Ils sont utilisés pour
la moitié d'entre eux, à peu près, sur le territoire autour de la commune d'implantation, hein. Donc là, je pense qu'il y a une amélioration. On est en faveur au niveau de la filière, néanmoins aussi, pour augmenter un peu la part communale de l'IFER, parce que ce n'est pas qu'une question de communication, là, c'est une question de doter aussi la commune de moyens de porter des projets localement, peut-être des moyens de communiquer d'ailleurs aussi un peu mieux sur la manière dont ces retombées sont implémentées sur le territoire. Et puis, dans le cadre des mesures d'accompagnement de nos projets, bien entendu, il y a des choses qui restent au-delà du parc éolien ou du parc photovoltaïque. Il y a des mesures d'accompagnement qui sont visibles. La restauration d'une mare, un parcours botanique avec des éléments de communication, d'éducation, de pédagogie, enfin, tout un tas de projets de rénovation aussi du centre-bourg, d'enfouissement des réseaux. Enfin, on fait beaucoup de choses qui se voient. Mais effectivement, après, je pense que c'est à l'action publique de prendre le relais sur le comment est mise en œuvre ces retombées qui s'inscrivent en plus de manière certaine sur 25-30 ans. Il y a peu d'activités économiques depuis 25 ans qui sont installées en plein milieu rural avec une quasi-certitude que dans 20-25 ans, on aura encore ces retombées fiscales. Donc c'est vraiment une chance pour les territoires ruraux également. Et c'est pour ça qu'on est très à même de vouloir partager cette valeur. Mais encore, valeur faut-il créer ? Alors, vous évoquez les élus locaux, ça tombe très bien. On a monsieur le maire qui est juste à côté de vous. Vous ne nous avez pas dit, vous, dans votre commune, vous avez des projets ENR ? Non, Pas des installations ? Enfin, j'avais des projets Oui. que j'étais obligé de laisser tomber parce que c'était entre autres la toiture de la salle rurale. La toiture de La pardon toiture de la salle rurale qu'il fallait D'accord. qu'on solarisait. Et lorsqu'on a fait passer, le permis a été accordé. Et lorsqu'on a fait passer le bureau d'études, ou plus exactement quand l'opérateur a fait passer le bureau d'études, on se rend compte que, avant d'installer ceci, il va falloir qu'on refasse la salle rurale. Donc voilà, donc un budget d'abord que la commune devra mettre en place avant puisqu'on en profitera. C'est une salle des fêtes qui a un peu plus de 45 ans. Donc dans ce cas-là, on ne changera pas seulement la toiture, on en profitera aussi pour refaire complètement cette salle des fêtes. Donc vous voyez, c'est à la fois, ça a du sens de mettre des panneaux photovoltaïques sur une toiture, surtout qu'en plus c'est du bac acier actuellement. Mais derrière, ça nécessite d'abord à la commune de trouver des finances. Dans mon cas, c'est une petite commune de 780 habitants. Donc, alors, vous n'avez pas du coup, effectivement, on l'a bien compris, directement sur votre commune. Néanmoins, est-ce que vous avez des exemples de confrères ou est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé au sein de la MRF, effectivement, justement, comme on le disait, pour faire le lien de causalité entre le bénéfice que l'on tire d'une installation et l'installation qui a permis de générer effectivement les revenus ad hoc. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'IFER. En effet, l'IFER, c'est pas connu en réalité. C'est très peu, finalement, je pense que dans l'insistance, on n'a pas affaire à des initiés. Enfin, on a affaire à des initiés, donc ils sont au courant. Oui. Les gens connaissent l'IFER, mais c'est vrai que ce qu'il faut avoir en tête, c'est souvent un maire, quand il est élu, il n'avait pas automatiquement, dans certains cas, pas prévu d'être maire. Il a souvent une activité professionnelle à côté qui n'a aucun rapport avec les énergies renouvelables. Et quand le projet lui arrive dessus, si ce n'est pas lui qui le porte, d'abord, il va falloir qu'il apprenne tout ça. Donc, il y a d'abord un problème d'ingénierie auprès des maires des petites communes qui ont besoin d'apprendre comment ça fonctionne. On le voit bien d'ailleurs au niveau de nos grands élus, au niveau de l'Assemblée nationale, une soixantaine de députés qui mettent un moratoire sur les énergies renouvelables. S'ils avaient réellement conscience de ce que ça peut représenter pour l'ensemble des filières d'un point de vue professionnel, qu'on doit marcher sur deux pieds entre le nucléaire et les énergies renouvelables, là, simplement 60 députés qui ont réussi à mettre un moratoire. Et puis derrière, il ne faut pas être surpris si la PPE, elle n'est pas passée. Enfin, d'ailleurs, peut-être même que, heureusement qu'elle est... C'est grave ce que je dis, mais peut-être heureusement qu'elle n'est pas passée, puisque autrement, on avait droit au moratoire en même temps. Donc aussi bien les élus des petites communes que les élus, et quand je dis les élus, je parle aussi des conseillers municipaux. Le maire, il ne faut pas qu'il soit tout seul par rapport à un projet comme ça. Il faut qu'on embarque aussi les citoyens. Mais aussi bien finalement nos grands élus, ils ne connaissent pas suffisamment les énergies renouvelables. Ils ne connaissent pas les dispositifs de l'IFER, ils ne connaissent pas ce que ça peut avoir comme impact. Donc il y a vraiment tout un travail aussi de formation par rapport à ceci. Et
des formations aussi par rapport avec des tiers de confiance, pas seulement un opérateur privé qui pourrait tenter d'orienter. Bien sûr que c'est indispensable, mais aussi il y a ce besoin de rapport de confiance qui est nécessaire. On se rend compte aussi, enfin, je veux dire, aujourd'hui, certaines personnes au niveau des énergies renouvelables, alors là, c'est sur des petites puissances, mais quand tous les jours vous recevez un appel téléphonique pour mettre des panneaux sur le toit, à un moment donné, quand c'est louche, bah, on n'a pas automatiquement confiance. Voilà. Donc c'est pour ça que le tiers de confiance, un cadre qui sera instauré et qui permet de sécuriser à la fois les élus, mais en même temps où tout le monde a le même discours, je pense que ça peut participer à mieux connaître les énergies renouvelables. Très C'est bien. aussi cette partie-là qu'il faut peut-être développer. C'est bien noté. Alors, on a déjà bouclé un premier tour de table. Je pense, vous me dites si je me trompe, mais répondu à la question de la maximisation des retombées locales pour les riverains et les collectivités locales. On a vu effectivement l'importance de faire le lien. On a vu ce qui était déjà fait, ce qui était désormais proposé. Également évoquer le fait que sur certains aspects, on était un peu au milieu du gué et il faudrait attendre. Et du coup, je vous propose qu'on avance sur le deuxième, quelque part, la deuxième sous-partie du titre de cette table ronde, en préservant la compétitivité des prix de l'électricité. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on redistribue, eh ben, ça veut dire qu'il y a moins d'argent au final pour celui qui a porté le projet. Et donc ça, quand je pense à il y a moins d'argent, la manière dont ça vient effectivement substituer, enfin soutirer des revenus, je ne suis pas sûr que soutirer soit un terme très glorieux, mais bon, enfin très approprié, mais je me tourne vers le financier. Oui, forcément. Quelque part, mathématiquement, plus on redistribue au territoire de la valeur, moins il en reste dans le projet. Et ça, est-ce que c'est problématique ? Vous avez 2 heures. Voilà. Non, 5 minutes, 6. Exactement. Question délicate. Je voudrais revenir juste un instant en arrière sur la question finalement le lien entre l'infrastructure elle-même et le bénéfice en termes d'électricité pour le riverain ou le consommateur. Sur beaucoup d'infrastructures dans les territoires, il est immédiat. Sur ces centrales, effectivement, on injecte les électrons dans le réseau, c'est pas immédiat. Enedis a beau nous dire que les électrons vont au plus court, la facture, elle va pas au plus court. Moi, ce que j'invite les développeurs à faire, alors dans une stratégie probablement de long terme parce que c'est un grand écart, mais c'est à réfléchir à leur stratégie de commercialisation des électrons qu'ils produisent. Aujourd'hui, la plupart sont des producteurs purs. Passer de producteur à fournisseur, c'est certes un changement de métier, mais c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à montrer le lien direct entre, voilà, vous produisez de l'énergie à un endroit, elle est consommée localement. Ça, techniquement, c'est faisable. On a le cadre qui permet aujourd'hui de proposer ce genre de service. Je vais me retourner vers l'État, mais il me semble qu'il y a des producteurs-fournisseurs qui font les deux. Tournons-nous peut-être vers l'État. Du coup, c'est la possibilité pour les développeurs exploitants de projets de devenir aussi fournisseurs d'énergie, du coup, avec des tarifs spécifiques, c'est ça pour les riverains ? C'est ce que vous proposez ? Un tarif spécifique pour les riverains, je ne sais pas si le cadre le permet aujourd'hui. Pour l'instant, c'est compliqué, hein. C'est pas encore tout. Oui, c'est la question, c'est de savoir si effectivement on a un cadre qui permet pour les riverains d'avoir un tarif préférentiel sur les installations situées à proximité. Alors, ça faisait partie du bouquet d'idées à l'époque de la loi APER, hein, effectivement, de voir comment est-ce qu'on pourrait réduire la facture des riverains. Mais ça nécessiterait une loi, hein, forcément. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Voilà, donc on n'y est pas encore. Alors, je vais peut-être reformuler ma question parce que j'ai senti qu'elle vous mettait un peu dans l'embarras pour être très transparent. L'idée, c'est de voir, effectivement, il y a un fonds de dotation, donc là, on parle d'euros, hein, clairement, qui vont être redistribués. Mais quand on parle de partage de la valeur, quels sont les moyens qui nous permettent, quelque part, de partager cette valeur? Quels sont les dispositifs qui permettent? Vous avez évoqué tout à l'heure les SEM, on a également parlé de l'autoconsommation, qui permet, quelque part, justement, d'éviter de dire simplement on va raisonner en euros et de se dire que tout euro qui ne sera pas dans le projet finira forcément par réduire sa rentabilité. Je ne suis pas sûr que la question mette beaucoup plus, mais effectivement, nous sommes, alors je n'ai pas dit, mais nous accompagnons plus d'une cinquantaine de SEM ENR et de filiales de SEM au niveau de la Banque des Territoires. Et le compte augmente chaque année, hein, et sont des SEM qui, pour certaines, ont 25 ans d'âge ou plus, et d'autres qui sont très jeunes, très récentes, hein, au point qu'on
on a, nous, décidé de mettre en place un réseau des EPL, donc les entreprises publiques locales d'énergie renouvelable, pour partager les bonnes pratiques et faire monter en compétences. Et je pense que ce que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Lebrun, on va réussir à travailler sur faire de la pédagogie par rapport à ça. Ces SEM, moi, la vision que j'en ai aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un outil de politique énergétique locale, et que quand les élus s'emparent de ce sujet via une SEM, ce n'est pas uniquement pour installer des panneaux ou des éoliennes ou autre. C'est aussi pour avoir une politique réfléchie sur l'aménagement de leur territoire et la consommation énergétique et leur facture énergétique. Beaucoup se souviennent de la crise de 2022-2023 où ils ont vu des factures énergétiques s'envoler, avec des établissements d'accueil du public qui ont été obligés de fermer, comme les piscines par exemple, parce que trop cher à chauffer. Et donc un élu, quand il est face à ce genre de problématique, il se dit « je suis prêt à payer peut-être un peu plus cher l'électricité, à condition de maîtriser ma facture et de réduire la volatilité et de ne pas exposer au risque. Et donc je vais équiper mes bâtiments de panneaux solaires, faire de l'autoconsommation collective à l'échelle de l'ensemble de mon patrimoine. Et ça, c'est une manière de, je dirais, s'affranchir des tarifs de soutien public, tout en faisant des retombées locales, puisque bien évidemment on reste en boucle courte. Et ces SEM, quand pour les pratiquer assez régulièrement, ont un raisonnement qui n'est pas exclusivement financier quand elles regardent un projet. D'une part, par rapport à un développeur, elles ont une connaissance plus fine du territoire et de ses enjeux, de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire en termes de taille de projet, en termes de typologie de techno qu'on installe. Et elles font un compromis entre les intérêts financiers et d'autres intérêts. Je parlais tout à l'heure de maîtriser la facture. Ça, c'est un sujet qui est effectivement au cœur de leur préoccupation. Et arriver à faire des choses qui sont en boucle courte, en boucle locale d'énergie, c'est la préoccupation d'un certain nombre de patrons de SEM aujourd'hui, de dire je produis localement, je consomme localement. Et ça va se faire notamment avec des outils tarifaires, des contrats d'autoconsommation, mais aussi avec des solutions technologiques, comme le stockage, on pourra peut-être y revenir. Oui, on va effectivement y revenir juste après, mais je voulais juste bien comprendre pour vous, si je vous suis bien, la SEM, c'est un moyen alternatif de partager la valeur. Pas uniquement de manière financière, mais par des services ajoutés, une meilleure appropriation pour les territoires de la question énergétique. Tout à fait. D'accord. Et vous vouliez parler du coup, je vous relance sur ce que vous allez évoquer, la question du stockage. En quoi est-ce que vous y faites un lien entre les SEM, le partage de la valeur ? Je ne fais pas de lien direct avec les SEM, je fais un lien avec le profil de production des ENR. Aujourd'hui, il y a un profil d'injection qui fait que on produit des électrons à des moments où il n'y a pas forcément la consommation en face, et donc on en arrive à écrêter de la production, que ce soit pour des questions de prix négatifs sur les marchés ou bien de congestion sur le réseau. Et écrêter de la production, forcément, ça veut dire qu'on détruit de la valeur quelque part. Et si on ne détruisait pas cette valeur, il y aurait plus à partager. Donc une manière de ne pas détruire cette valeur, c'est de ne pas empêcher les parcs de produire, mais de pouvoir stocker cette production pour la restituer à des moments où on en a besoin. Et ça, c'est un sujet à la fois local, pour arriver à faire des boucles locales d'énergie qui fonctionnent sans avoir besoin forcément de passer intégralement par le réseau. Et c'est un sujet d'intérêt national aussi, parce que quand on voit des arguments développés par un certain nombre d'opposants aux ENR, ils mettent en avant ce sujet-là, de dire mais vous avez une cloche solaire entre 10h du matin et 16h avec surproduction et finalement ces installations ne servent à rien. Donc effectivement le stockage ça permet de lisser, de flexibiliser. Et donc pour faire un peu de pub, effectivement nous sommes très convaincus par ce sujet. Nous avons, comme je le disais, sur le même schéma que les partenariats qu'on peut faire dans le solaire ou dans l'éolien, mis en place un premier partenariat avec un acteur qui s'appelle TAG Énergie pour faire du stockage à grande échelle, avec un premier projet qui devrait être inauguré bientôt dans le Grand Est pour 240 MW de batterie. Et nous invitons tous nos partenaires développeurs avec lesquels nous finançons des projets solaires ou éoliens à prévoir d'inclure petit à petit des batteries à proximité de leur centrale. Alors ce ne sera pas à la même échelle, ce n'est pas 240 MW, mais ça va être une manière de faire de la colocalisation de stockage, voire d'hybrider les centrales pour pouvoir avoir une gestion plus intelligente, un pilotage plus fin de la production par rapport à la consommation.
Alors, je rebondis pour votre propos pour teaser la salle. Et puis vous aussi, vous serez très certainement intéressé de savoir qu'à partir de 16 h, ce sera précisément le sujet de la table ronde à suivre. L'hybridation des projets et l'intégration du stockage aux côtés des installations de production d'énergie renouvelable électrique. Monsieur le maire, vous souhaitiez réagir? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en effet, les petites communes ont du mal à bien comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Heureusement, on a aussi les syndicats d'énergie. Alors tout dépend. Moi, je fais partie d'un syndicat d'énergie du Rhône. Donc, il y a 200 communes. Et notre syndicat, il permet des réalisations d'installations photovoltaïques, puisque nous, on n'installe pas d'éoliennes, mais d'installations photovoltaïques sur le territoire du Rhône. Là, ça permet aussi de rassurer les maires. C'est le syndicat, finalement, qui permet d'assurer ce rôle de tiers de confiance auprès des communes. Souvent, par contre, ça ne ruisselle pas jusqu'aux habitants. C'est-à-dire qu'il y a l'installation qui va arriver, mais il y a ce manque de dialogue qui peut exister entre un syndicat, qui est un syndicat de communes, et en même temps les habitants. Mais le stockage, on y réfléchit fortement, puisque ça y est, on peut faire quand même de l'autoconsommation collective avec des systèmes patrimoniaux. À la fois, donc, on peut être personnel, moral, organisatrice. Et en effet, le stockage, pour nous, est la solution, parce que pour l'instant, on ne peut pas écréter. Donc, on est coincé. Et c'est la meilleure des solutions. Donc, je sais que nous, on y travaille beaucoup, on y réfléchit, on est énormément en veille par rapport à ceci. Effectivement, vous dites que vous êtes envahi. Et je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que c'est parfois pas évident quand on est un élu local, que par ailleurs on a une activité professionnelle qui est complètement très, très ancrée dans une profession particulière, d'être acculturé à tout ça. Ça veut dire que l'AMRF notamment, mais peut-être d'autres aussi, joue le rôle de boîte à outils pour accompagner les élus locaux dans une meilleure compréhension de ces enjeux, parce que j'imagine que créer une SEM, instaurer un projet d'autoconsommation locale, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors souvent, c'est pour ça. Et ça dépend de chaque département. Il y a des départements où le syndicat est encore il a gardé ses principales compétences, qui est l'électrification et puis l'éclairage public. Il y a d'autres syndicats qui se sont développés et qui ont développé tout l'aspect énergie renouvelable avec des réseaux de chaleur, des bornes électriques, pour la mobilité, des panneaux et tout. Donc tout dépend de la vitesse de chaque syndicat. Quand il y a ce type de syndicat, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour les élus. Autrement, oui, il y a aussi les associations d'élus qui sont là pour aider. Donc il y a l'association des maires ruraux, il y a l'AMF aussi qui est fortement présent. Voilà, on se tape pas dessus, on est souvent main dans la main. Et ça nous permet de nous former, parce qu'en effet, quand on devient maire, d'un seul coup, on ne maîtrise pas l'ensemble des sujets. Hermine Durand, on voit que quand on écoute notamment Monsieur le maire, une part de la solution est peut-être dans vraiment l'intégration des projets au sein des territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau législatif, réglementaire, on a tout le cadre qui permet de dérouler quelque part tous ces dispositifs, et peut-être d'autres à venir? Oui, alors on a beaucoup d'outils qui sont disponibles, et je rebondis sur l'autoconsommation. C'est vrai que l'autoconsommation collective, c'est quelque chose qu'on souhaite encourager. On a un arrêté qui fixe les conditions dans lesquelles on peut faire de l'autoconsommation collective. Bon, je pense qu'on en est à la 5 ou la 6e version. Je crois que tous les ans, on le fait évoluer pour permettre le développement de cette autoconsommation. Là, récemment, une des grandes avancées, c'est qu'on a dit qu'à l'échelle d'un EPCI, il n'y avait plus le critère géographique qui s'appliquait. On pouvait prendre l'ensemble de l'EPCI pour faire de l'autoconsommation collective. Donc ça, je crois que ça a répondu à des attentes d'un certain nombre de collectivités. Voilà, dans les différents projets de loi, il y a eu aussi des dispositions en faveur des SDIS. Voilà, on a de plus en plus un périmètre qui s'élargit sur l'autoconsommation collective, et c'est quelque chose auquel on reste très attentif. Et puis, on a aussi toujours le dispositif des zones d'accélération qui a été créé par la loi APER en 2023, sur lequel on continue de travailler pour essayer d'encourager aussi les développeurs à s'orienter vers les zones d'accélération des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communes, 40% des communes qui ont tracé les zones d'accélération. Et donc c'est un très bon résultat, et on espère que ça va continuer. C'était conforme aux attentes, 40% aujourd'hui, c'est... En fait, ça représente quand même beaucoup d'élus qui ont joué le jeu de prendre leur crayon et de dessiner des zones d'accélération sur leur commune, alors même qu'ils sont parfois très peu outillés, comme ça a été rappelé.
Je pense que les EPCI ont joué un rôle important dans cet exercice en appui des communes, et aussi les services de l'État en région, notamment les DDT, ont été très facilitants dans le processus. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin sur la façon dont on utilise ces zones aujourd'hui pour créer des zones d'adhésion aux projets d'énergie renouvelable. Donc encore une fois, à voir par quel outil. Est-ce que c'est via les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables qu'il faut inciter à aller vers ces zones d'accélération? Est-ce que c'est d'autres outils à mobiliser? Mais dans tous les cas, le cadre législatif est pour le coup déjà en place. Monsieur le maire, je vous ai vu prendre le micro, vous souhaitiez rebondir? Oui, simplement sur ces zones d'accélération. Il y a souvent les communes, chacune dans leur coin, on définit leur zone d'accélération. Et c'est vrai que je pense sur beaucoup de territoires, ça fait partie de mon territoire d'ailleurs aussi, on n'a pas eu cette réflexion de le mettre à l'échelle intercommunale. Alors que voilà, les PLUI, enfin, une fois qu'il y a un PLUI, je pense qu'on est obligé de raisonner de cette manière-là. Mais quand chacun on a notre propre plan local d'urbanisme, ben, ces zones d'accélération, on les a souvent raisonnées commune par commune, alors que finalement c'est là où on retombe sur la problématique de l'IFER et de sa bonne répartition. Si à un moment donné l'ensemble d'une interco se met autour de la table et réfléchit à la fois de la répartition de l'IFER au niveau de l'interco, et puis après spécifiquement là où on met les énergies renouvelables, et ben, telle commune va pouvoir bénéficier aussi de sa part d'IFER et d'avoir une vision globale au niveau d'un territoire ou carrément d'un bassin ou d'un SCOT. Voilà, on peut. Là par contre ça a du sens aussi. Mais derrière, il faut être capable après de redescendre au niveau des citoyens et de les faire adhérer. Donc c'est pas automatiquement simple. Et c'est cette maille entre le raisonnement communal et là où on a envie de faire travailler les habitants et dès qu'on passe à l'interco, là déjà on a perdu les citoyens. Donc et là ça peut jouer sur l'acceptabilité. Donc voilà, il y a le juste équilibre à trouver et je crois qu'on a encore du travail. À propos de ces questions d'équilibre, et avant qu'on passe le micro peut-être à la salle, s'il y a des questions, une dernière question pour vous, Grégoire Simon, parce que tout à l'heure j'ai posé la question à Monsieur Ferry de l'équilibre entre redistribution et compétitivité, puis je réalise finalement que c'est peut-être plutôt à vous que j'aurais dû vous la poser en tant que représentant de la filière. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le point d'équilibre entre ce qu'on redistribue pour intéresser, pour partager la valeur, et la manière dont on arrive à financer, à assurer la rentabilité de ces projets? Oui, l'équation est de plus en plus difficile. Depuis la crise énergétique, on a vu le prix des matières premières. Donc nous, directement, c'est le prix des éoliennes, le prix du raccordement électrique, même le prix des travaux, enfin des fondations, tout a augmenté assez substantiellement. Les taux d'intérêt ont largement augmenté depuis. Donc on est dans une équation assez compliquée où on a quelques milliers de mégawatts qui sont en attente de conditions meilleures. Donc il ne faut pas croire que la situation est très rose, il ne faut pas croire qu'on ait de grosses marges. On est vraiment en train d'essayer de trouver des chemins étroits pour continuer comme le font, à redistribuer de la valeur. Donc pour partager la valeur, il faut qu'on en crée. Et effectivement, malheureusement, j'observe qu'en France, on a des coûts de production d'électricité, que ce soit éolien ou solaire, qui sont beaucoup plus hauts que certains de nos voisins. On est sur le solaire au sol, on est 20 € plus cher que l'Allemagne qui a moins de soleil. Il faut peut-être commencer à se poser quelques questions. Pourquoi on est 20 € plus cher? Pourquoi? Parce qu'on a sorti les conditions de mise en œuvre du déploiement photovoltaïque et agrivoltaïque, de tout un tas de conditions d'accompagnement, les GUFA, etc., qu'on n'a pas en Allemagne, par exemple, et qui font que ça renchérit le coût, tout simplement, le CAPEX des projets. En éolien, on installe les éoliennes les plus petites d'Europe parce qu'on a des conditions de plafond. On attend depuis la loi APER, depuis 2 ans, le déploiement des radars compensatoires qui est dans la loi, qui va permettre d'ouvrir des territoires au niveau des radars météo et des radars militaires. Mais on attend depuis 2 ans. Et ça nous permettrait de pouvoir installer des éoliennes plus grandes, plus compétitives, plus d'IFER au passage, et surtout un coût de l'électricité beaucoup plus compétitif. Donc pour tous les consommateurs d'électricité, ce serait bénéfique. Et puis ça nous permettrait de générer un petit peu plus de marge et donc plus de valeur qui serait capable d'être redistribuée. Après, pour être un peu positif dans l'histoire... Si je décrypte, c'est laissez-nous développer nos projets d'une manière plus productive, ou en tout cas plus compétitive, et on au moins au niveau de ce qui se passe ailleurs en Europe.
Si je veux être un peu positif dans l'histoire, moi je vois deux chemins. Un qui a été déjà émis par M. Ferry, qui est mieux travailler avec les SEM. Et effectivement, chez France Renouvelable, on a tendu la main et on travaille avec la FNCCR notamment sur le fait de pouvoir avoir une position plus mesurée dans la position de certaines SEM de territoire pour qu'on puisse multiplier les expériences et faire rentrer de manière plus systématique les SEM de manière minoritaire au capital des projets privés. L'avantage, c'est de foisonner, c'est de multiplier les opportunités, donc avoir un risque de chute qui est plus faible, et puis de se porter sur une compétence. On est quand même de nombreux porteurs de projets très professionnels qui ont 20-30 ans d'expérience en la matière, donc ça c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique. On appelle de plus en plus des tiers au capital de nos sociétés. Et puis il y a un deuxième chemin que je vois à côté de l'autoconsommation collective, c'est les corporate PPA. Ça se développe. Les signatures, c'est des grandes entreprises nationales ou internationales. Or, on l'a vu pendant la crise énergétique, qui a souffert de la hausse soudaine des prix de l'électricité, c'est le boulanger, c'est l'infirmière et c'est les petites PME et les ETI régionales. Or, on a une particularité avec les énergies renouvelables, c'est d'être implanté au cœur des territoires, d'avoir des dizaines de milliers de points de production tout proches de la consommation. Donc moi, ce qu'on aimerait porter avec France Renouvelable, en tout cas, c'est d'élargir le cadre d'une garantie qui existe aujourd'hui, qui est portée par la BPI pour garantir le défaut de certains acheteurs dans le cadre d'un PPA. Ce qu'on aimerait voir vite mis en œuvre, c'est de pouvoir signer justement avec une multitude d'entreprises régionales de petite taille, des corporate PPA à l'échelle d'un parc, avec une garantie PPI, et il y aurait de temps en temps des défauts, des petits acteurs qui disparaîtraient, mais on en referait rentrer d'autres. Et ça pourrait être très vertueux, et ça permettrait aux entreprises de la région de bénéficier de prix d'électricité assez compétitifs, puisqu'on sait bien que le coût de revient des ENR aujourd'hui est largement en dessous du prix que ces petites entreprises, bien souvent, payent avec des contrats multi-annuels un peu longs. Et ça leur offrirait aussi une visibilité prix assez long terme, puisqu'on peut garantir à ce moment-là des prix sur 5, 10, 15, 20 ans. Donc, je ne sais pas ce que la DGEC en pense, Madame Durand, mais je pense que ce serait un chemin qu'on aimerait bien explorer davantage avec vous. Si vous voulez en dire un mot, Hermine Durand. Oui, non, je pense qu'effectivement l'idée est bonne, de donner de la visibilité aux petites entreprises avec un prix garanti via les corporate PPA. Après, tout à l'heure, vous disiez que les énergies renouvelables avaient aussi permis des revenus au budget de l'État au moment de la crise énergétique, finalement, qui ensuite a permis de financer le bouclier tarifaire. Donc on a eu un partage de la valeur qui est arrivé via les compléments de rémunération. Donc je pense que tout n'est pas à jeter non plus dans le modèle des compléments de rémunération. Trouver un équilibre, tout à fait. Et qu'il ne faut pas forcément se précipiter vers du 100% PPA. Mais effectivement, bien sûr, mais... je note les avantages que vous avez mentionnés, sachant que, voilà, encore une fois, les compléments de rémunération bidirectionnels aujourd'hui apportent aussi cet équilibre avec des revenus éventuellement pour l'État qui le redistribue aux consommateurs. Et donc c'est un modèle sur lequel voilà, il faut continuer aussi de travailler. Bien sûr, ils sont essentiels, mais j'appelais juste à développer, en tout cas réfléchir un peu plus les corporate PPA vers des entreprises régionales proches de nos outils de production. Merci à vous pour ces éclaircissements et cette idée qui fera certainement son chemin. Et donc je propose effectivement qu'on passe le micro à la salle, comme je l'ai annoncé, savoir s'il y a des questions, des interrogations, des remarques par rapport à tout ce qu'on s'est dit. La salle est très molle. Ce matin, c'était pareil. Ils ont pas rebondi. Alors, soit on est très clair, soit ils sont tous en train de digérer. Sur la question qu'on se pose quand on est sur l'estrade. Ah oui, une question par la droite. Ah. Oui, souvent, c'est la première qui est la plus difficile à venir. Et ensuite... Bonjour, donc Clément Gallon pour Viria Énergie. Au niveau du partage de la valeur, nous donc on travaille pas mal sur l'agrivoltaïsme. Donc on a beaucoup entendu parler du partage de la valeur via l'IFER et donc pour les collectivités.
mais nous sommes, nous, du coup, très exposés, enfin, pas exposés, mais en dialogue avec la profession agricole. Et au niveau local, il y a donc des doctrines qui sont rédigées via les CDPNAF. Et le partage de la valeur est aussi vu par la profession agricole comme une entrée dans le capital de la société. Et en fonction des territoires, on voit qu'il n'y a pas forcément de cadre très, très régulier. Il y en a certaines qui disent on fait un tiers pour la commune ou la collectivité, un tiers pour la profession agricole et un tiers pour le développeur. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit en introduction tout à l'heure, où dans certains territoires, on demande un peu l'impossible aux développeurs de partager cette valeur comme si c'était un cadeau tombé du ciel. Tandis que d'autres, on pousse un peu plus la réflexion et se disent on a un partage de la valeur au pourcentage de l'investissement fait au niveau de la construction, par exemple. Donc ma question était au niveau du décret, quelle est la réflexion législative en cours sur ce partage de la valeur au niveau de l'entrée au capital, par exemple donc des acteurs du territoire tels que les chambres, les agriculteurs et également les collectivités. Hermine Durand. Oui. Alors, concernant le décret partage de la valeur, article 93 de la loi APER, il ne concerne pas l'agrivoltaïsme pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a des travaux importants en cours, et notamment au niveau législatif, avec la PPL du député Lecan qui avait été présentée. Je pense que ça fait partie aussi des sujets qui ne sont pas encore complètement mûrs. On a encore besoin de réfléchir au meilleur schéma. Et aujourd'hui, enfin voilà, on n'a pas la réponse toute faite, mais on est vraiment ouvert à toutes les propositions, sachant que voilà, il y a aussi d'autres questions qui se posent sur l'agrivoltaïsme un peu plus général, sur déjà de quelle façon est-ce que l'État va soutenir l'agrivoltaïsme. Il y a eu cette question liée aussi à la PPL Lecan de est-ce qu'il faut une taille de projet fixée dans la loi, oui ou non. Ça, je pense qu'il y a encore pas mal de débats en cours sur le sujet, mais voilà, en tout cas, nous, du côté du ministère de l'Énergie, là, sur notre feuille de route, on a vraiment comme priorité de voir par quel biais on pourrait soutenir les projets agrivoltaïques, quel type de projet en priorité, quel tarif, quel modèle de soutien. Et effectivement, le sujet du partage de la valeur va faire partie de ces réflexions, mais avec aussi une interférence, comme vous le disiez, sur les baux privés. Donc, l'État ne contrôle pas tout ce qui se passe dans ces négociations, mais on peut bien sûr contribuer. Pascal Lebrun. Oui, l'agri-photovoltaïque, c'est vrai que c'est quelque chose de récent où à la fois les chambres d'agriculture, certaines sont pour, d'autres sont contre. Au niveau de la profession agricole, c'est la même chose. On est vraiment, voilà, on en est vraiment qu'au début. Il y a aussi quelque chose sur lequel et puis le décret d'ailleurs le prévoit de ce côté-là, c'est vraiment, nous communes, on ne souhaite pas que les communes rurales, on ne souhaite pas que nos agriculteurs deviennent des énergéticiens au détriment du développement de l'agriculture. C'est pour ça que vraiment le partage de la valeur est très très important. À un moment donné, si l'exploitant avait une recette tellement importante, à un moment donné, il aurait plus envie de sortir le tracteur. Ce serait une catastrophe. Pareil, qu'en est-il aussi sur des investissements qui sont sur 30 ans, qui portent l'investissement. Qu'en est-il par rapport à tout ce qui est lié au fermage et tout. Enfin, on est vraiment sur des problématiques qui sont pas simples. On a vraiment besoin de trouver le bon schéma pour l'instant. Il faut simplement... Alors, pour l'instant, ce qu'on va sortir, c'est de l'expérimentation. C'est à chaque fois ce terme qui est utilisé. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire... Restons pour l'instant dans l'expérimentation, ne faisons pas n'importe quoi, mais surtout, explorons-le aussi, mais pas au détriment de... Et là, je ne parle pas au niveau de l'agriculteur, mais pas au détriment de l'agriculture française. Voilà. Faut pas que... Là, c'est là où le partage est le plus important. Si à un moment donné, il y en a un des différents acteurs qui touche trop, là, ça posera un souci. Alors, merci pour cette précision. J'en profite pour faire un peu de pub pour la table ronde que j'animerai demain spécifiquement sur l'agrivoltaïsme. Ce sera ici même en fin de matinée, donc n'hésitez pas à venir si le sujet vous intéresse. Est-ce que nous avons une autre question ou une autre remarque? Non, alors moi j'en ai une quand même, peut-être pour vous, Grégoire.
Est-ce qu'on a, vous évoquiez tout à l'heure la question des prix comparativement entre la France et les autres pays d'Europe. Est-ce qu'on a des retours d'expérience qui sont couronnés de succès chez nos voisins pour un meilleur partage de la valeur? Et vous avez le droit de simplement de répondre non, hein, s'il n'y en a pas. Oui, pas à ma connaissance. J'ai l'impression qu'en France, on est plutôt créatif sur le sujet et en avance. Hein. Je pense à l'Allemagne, pays de ma maison mère, qui a mis beaucoup de temps à mettre en place une taxe auprès des collectivités locales, tout récent de ça 2-3 ans, qui en fait s'apparente à l'IFER, plus ou moins. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, ils ont fait 100. Et ça ne posait pas de problème d'acceptabilité ou de partage de la valeur particulièrement. Donc non, Là, pour spontanément, le coup, j'ai pas de... Ça peut être le mot de la fin d'ailleurs de cette table ronde. Ça voudrait dire que finalement, en France, pour le coup, Tout à fait. du fait Nous des pouvons être oppositions, exemplaires sur certains sujets et je pense que sur celui de la fiscalité et du partage de la valeur, on on est assez créatif. On est assez créatif. Eh ben, écoutez, c'est une note positive, ça, je trouve, pour finir la table ronde. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci à vous. Merci.